Dès le plus jeune âge, comme vous l'avez probablement entendu, je m'apprends que le secret d'une vie prospère était dans un effort infatigable. Des phrases comme « Dieu aide qui au début du début » ou « Seul le travail acharné mène au succès » résonnant à la maison, à l'école, partout. Et dans mon ingéniosité enfantine, je le croyais piali. Je pensais que si je me consacrais plus que tout le monde, si je ne pouvais plus le supporter, le succès serait inévitable. Jusqu'à un jour, lors de l'ouverture des yeux dans le monde réel, je suis tombée sur une vérité gênante: les gens qui s'usent physiquement ne sont pas, la plupart du temps, ceux qui récoltent les plus grands fruits. J'ai rencontré des travailleurs qui se sont réveillés avant la naissance du soleil et ne sont rentrés chez moi qu'après le crépuscule, avec leurs mains calleuses et leur corps épuisé, mais je pouvais à peine payer les factures à la fin du mois. J'ai vu des agriculteurs s'incliner sous le soleil brûlant, les porteurs portant des poids au-delà de leur force, des maçons qui ont élevé les murs avec leur propre sueur. Pendant ce temps, il y avait un autre groupe, des gens qui semblaient vivre dans une réalité parallèle. Ils ne fonctionnaient pas d'un côté à l'autre, ils n'ont pas porté de poids, ils n'ont pas passé la journée dans des activités intenses. Au lieu de cela, ils ont consacré des heures à l'analyse des données, au traçage des stratégies, en prenant des décisions qui ont mystérieusement généré une richesse incomparable à celle conquise par la force brute. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première grande révélation: le monde ne récompense pas qui d'autre s'épuise, mais qui sait où investir leur temps et leur intelligence. Dans une usine où j'ai travaillé dans mon adolescence, la différence était austère. D'une part, les travailleurs ont passé des jours à répéter les mêmes mouvements, heure après heure, recevant un salaire qui donne à peine pour survivre. D'un autre côté, le propriétaire de l'entreprise est apparu sporadiquement, a examiné les rapports, a parlé au gestionnaire et a suivi son chemin, tandis que l'entreprise travaillait comme une horloge, même en son absence. La question n'était pas qu'il travaillait moins, c'était que son travail consistait à penser, planifier et déléguer. Alors que certains ont échangé des heures de vie contre un salaire, il a échangé des idées pour des résultats durables. Cette observation m'a fait comprendre une vérité fondamentale: tous les efforts n'ont pas la même valeur sur le marché. Le travail physique, aussi noble, a des limites. Vous pouvez vous tuer de travailler 12, 14 heures par jour, mais votre corps et votre temps sont finis. Le travail intellectuel et stratégique a le pouvoir de se multiplier. Une seule idée bien exécutée peut créer un système qui génère un revenu jour après jour, même lorsque vous n'êtes pas présent. Une décision intelligente peut ouvrir des portes que des décennies de travail manuel ne réussiraient jamais. Allons à un exemple pratique: imaginez deux boulangers. Le premier ouvre sa boulangerie seul, pétrit la pâte, cuit le pain, sert les clients, nettoie l'endroit et ferme les portes après 16 heures de travail. Le second, à son tour, consacre son temps initial à la création de revenus exclusifs, à mettre en place une équipe efficace et à établir des partenariats avec des cafés et des restaurants. En quelques mois, alors que le premier est encore coincé au comptoir, le second a déjà plusieurs points de vente, une opération qui fonctionne sans sa présence et ses bénéfices constants qui augmentent sans avoir à travailler plus longtemps. Lequel est le plus épuisé? Le premier. Lequel des deux prospère le plus? Le second, non pas parce qu'il est plus intelligent par nature, mais parce qu'il a compris que la richesse est non seulement construite avec les mains, mais avec l'esprit. Cette distinction entre travailler dur et travailler avec l'intelligence explique une grande partie des inégalités que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas que les riches fonctionnent moins, beaucoup d'entre eux sont autant dédiés que les autres, mais ils concentrent leur énergie sur les actions qui génèrent des effets multiplicateurs. Un travailleur produit un pain, un mobilier ou un document à un moment donné. Un entrepreneur, un investisseur ou un créateur, en revanche, construit des systèmes qui produisent des milliers de ces unités sans avoir à être impliqué à chaque étape. Pensez à un écrivain qui passe un an à écrire un livre. Le travail est difficile, oui, mais une fois publié, chaque vente génère des revenus sans avoir à le réécrire à chaque achat. Ou un musicien qui enregistre un album et reçoit des redevances pendant des années. Ou un développeur qui crée une application et des bénéfices à partir de chaque téléchargement, longtemps après avoir terminé le travail lourd. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas itinéraire, cela signifie que l'effort initial a été appliqué à quelque chose qui continue de générer de la valeur à plusieurs reprises, sans dépendre uniquement de la force physique. La vérité peut faire mal, en particulier pour ceux qui ont grandi en croyant que la valeur d'une personne signifie les heures travaillées ou la fatigue à la fin de la journée.
Mais l'économie ne récompense pas la sueur, récompense stratégie, innovation et capacité à résoudre des problèmes de manière évolutive. Il ne s'agit pas de rabaisser le travail manuel, après tout, aucune ville ne fonctionne sans ceux qui construisent leurs rues, aucune récolte n'existe sans ceux qui plantent, mais si l'objectif est la liberté financière et pas seulement la survie, selon la force physique, c'est comme essayer de nager contre la marée, vous avancez, mais toujours épuisé et limité. J'ai rencontré des gens qui ont compris cette logique et ont transformé leur vie. Un mécanicien qui, au lieu de réparer les voitures, a commencé à former d'autres mécanismes. Un chef qui a transformé ses recettes en réseau de franchise. Une couturière qui a cessé de vendre des pièces séparées pour produire à grande échelle et des magasins d'approvisionnement à travers le pays. Ils avaient tous quelque chose en commun, ils ont cessé d'échanger du temps contre de l'argent et ont commencé à échanger des idées pour des systèmes actifs et actifs pour la liberté. Changer cet état d'esprit n'est pas facile. Cela nécessite de déconstruire les croyances enracinées, de remettre en question les traditions et même de défier ce que nous apprenons à la maison. Mais une fois que vous voyez cette réalité, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Cela implique que le véritable moteur de la richesse n'est pas dans le nombre d'heures de travail, mais comment vous dirigez votre énergie mentale. C'est le point de départ, réaliser que l'argent n'est pas une conséquence de l'effort aveugle, mais un effort intelligent. Les personnes les plus prospères ne sont pas nécessairement celles qui se sacrifient, mais ceux qui ont découvert comment faire le temps, l'argent et les capacités des autres travaillent à leur avantage. Votre capacité à planifier, à innover et à effectuer une stratégie peut valoir infiniment plus que votre résistance à la fatigue. Lorsque vous l'intériorisez, tout change. Leurs décisions deviennent différentes. Ce qui semblait autrefois un risque est considéré comme une opportunité. Et puis, enfin, vous comprenez que la vraie prospérité ne vient pas de combien vous travaillez, mais comment vous travaillez. Ce qui semblait auparavant sûr, un travail stable à un moment fixe, commence à se révéler comme un piège déguisé en stabilité. Avez-vous remarqué que dans le jeu d'argent, l'esprit est votre plus grand atout? Le développement est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans la vie? Imaginez maintenant un instant, que se passerait-il si vous n'appliquez que 10% du temps que vous passez aujourd'hui dans l'effort physique pour, plutôt améliorer votre capacité à penser, planifier et multiplier les résultats? La différence ne serait pas en sueur, mais dans la stratégie. Chapitre 1, le mensonge qui nous a vendus depuis l'enfance. Depuis que nous avons de la mémoire, nous avons entendu des phrases comme « Travaillez dur et vous allez loin », qui ne fonctionne pas ne mange pas, le succès est pour ceux qui transpirent la chemise. Ces mantras ont été répétés par les parents, les grands-parents, les enseignants et même la publicité, comme s'ils étaient des vérités absolues. Mais presque personne ne se demande d'où vient ce récit. Et, plus important encore, cela a-t-il encore de sens dans le monde d'aujourd'hui? Dans le passé, dans les sociétés agraires ou industrielles, le travail manuel était le moteur de l'économie. Ceux qui avaient le plus de force, de résistance ou de dévouement produisaient davantage, et, en théorie, prospéraient davantage. L'agriculteur qui arava le plus de terre, le forgeron qui a forgé le plus d'outils ou le travailleur qui faisait le plus d'heures a été considéré comme des exemples réussis. Dans ce contexte, la maxime « travail dur » avait même un sens. Mais le monde a changé. Et nos croyances, non. La révolution industrielle a cédé la place à l'ère de l'information. Aujourd'hui, la productivité n'est pas mesurée pour les heures travaillées ou le poids de l'effort physique, mais pour la valeur créée et la capacité de l'escalader. Le problème est que nos convictions culturelles ont été piégées dans le passé. Nous glorifions toujours ceux qui se sacrifient à l'épuisement, tandis que nous regardons avec méfiance envers ceux qui investissent le temps pour étudier, planifier ou construire quelque chose. Un jeune homme qui passe des heures à développer une entreprise numérique peut être taxé en tant que paresseux. Celui qui se réveille à 5 heures du matin et revient à 21 heures, à guichet fermé, est applaudi par son engagement, même si son salaire paie à peine les factures. Cette déconnexion entre la reconnaissance sociale et la réalité économique est l'un des plus grands pièges de haine. Ossa et poche. Et l'école? Au lieu de corriger ce biais, il le renforce souvent. Le système éducatif traditionnel a été conçu pour l'ère industrielle, pas pour l'ère de la connaissance. Au XIXe siècle, les écoles ont préparé les enfants à être de bons employés, ponctuels, obéissants, capables de suivre les ordres et de répéter les processus.
Ce modèle persiste toujours. Nous avons appris à mémoriser des dates, à respecter les horaires et à suivre les règles, mais nous apprennent rarement à investir, à créer des affaires, à résoudre des problèmes complexes ou à générer un revenu passif. Ils nous forment à être des engrenages efficaces d'un système, pour ne pas construire le nôtre. J'ai rencontré un homme nommé Miguel. À 18 ans, il a commencé à travailler dans une usine textile. C'était l'employé modèle, je ne suis jamais arrivé tard, je n'ai jamais manqué, toujours accepté les heures supplémentaires. Pendant 35 ans, il a obtenu le respect des collègues et des patrons. Jusqu'à ce que, dans une crise, l'entreprise a licencié des centaines de personnes, y compris. À 53 ans, Miguel s'est retrouvé sans emploi, avec peu de capacité en dehors de l'usine, sans réserve financière et une santé saine pour un travail répétitif. Toute sa vie avait été consacrée à l'effort, pas à la création. Miguel n'a pas échoué pour la paresse. Il n'a pas réussi à compter aveuglément sur un système qui n'a jamais été conçu pour lui donner une réelle liberté. Un autre cas qui m'a marqué était Rosa, un spécialiste du marketing qui a travaillé de 6h à 20h, sous le soleil ou la pluie, vendant des fruits avec une marge minimale. Son moyen de subsistance dépendait exclusivement de ses heures de travail physique. Quand elle est tombée malade et ne pouvait pas travailler pendant une semaine, elle n'avait aucun revenu. Rosa était le portrait du sacrifice, mais son modèle économique a gardé son otage à sa propre présence. Ce ne sont pas des exceptions. Il y a des millions de personnes collées à l'illusion que plus d'heures de travail réussissent plus. Mais le monde actuel ne fonctionne pas comme ça. Il y en a, avec quelques heures de travail stratégique par jour, des résultats que d'autres n'obtiendraient même pas dans un an d'heures épuisantes. La différence n'est pas en vigueur, mais dans la direction. Une ligne qui se déplace rapidement dans la mauvaise direction ne vous éloigne que de votre destination. Pire, ce mensonge n'a pas été inventé avec de mauvaises intentions. Nos parents et grands-parents ont répété ces conseils parce que c'était ce qui a fonctionné en leur temps, ou parce que c'était tout ce qu'ils savaient. Ils vivaient dans un monde où la stabilité est venue de loyauté envers une entreprise ou de la constance dans un métier. Mais aujourd'hui, la loyauté ne garantit rien. La stabilité est fragile. Et l'artisanat traditionnel est remplacé par l'automatisation et la mondialisation. Le plus ironique ? Même lorsque nous avons des exemples clairs selon lesquels la richesse vient plus de stratégie que d'efforts physiques, nous nous accrochons toujours à l'ancien paradigme. Nous admirons les entrepreneurs, les investisseurs et les créateurs, mais lorsque nous avons analysé leur trajectoire, nous avons constaté qu'ils n'arrivaient pas à travailler plus d'heures, mais à travailler différemment. Se concentrer sur les décisions qui ont multiplié leurs résultats. Pensez à Henry Ford. Il n'était pas riche parce qu'il a fait chaque voiture de ses propres mains. Son génie était de créer une chaîne de production qui multipliait le travail de ses employés, réduisant les coûts et augmentant l'échelle. Steve Jobs n'a pas soudé aux puces dans un sous-sol. Son rôle était d'innover, de conduire et de prendre des décisions stratégiques. Même dans une moindre mesure, un propriétaire d'une petite entreprise qui délègue l'opération et se concentre sur l'expansion de l'entreprise applique le même principe. Et voici la vérité inconfortable, le mensonge de « travailler dur et gagnera » n'est pas que le travail acharné ne fonctionne pas, cela fonctionne, mais seulement dans une certaine mesure. Sans une direction stratégique, le travail acharné, c'est comme courir dans une roue de hamster, beaucoup de mouvements, peu de véritable progrès. Lorsque vous comprenez cela, vous demandez, combien des heures que vous consacrez aujourd'hui vous rapprochent vraiment de la liberté, ou vous gardez tout simplement coincé dans la même routine? Il alimente un cycle qui, au fond, ne perpétue que la même réalité année après année. Chapitre 2, le pouvoir invisible de la mentalité. Lorsque vous observez étroitement qui construit vraiment de la richesse, non seulement qui arbore, mais qui l'accumule de manière durable, perçoit quelque chose de révélateur, il ne pense pas comme tout le monde. Et ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'argent, mais de voir le monde sous un angle complètement différent. Alors que la plupart des merveilles, combien cela me coûtera-t-elle ? Il demande, combien cela peut-il me donner ? Lorsque d'autres voient des obstacles, ils identifient les opportunités déguisées. Là où la plupart ont peur, ils ressentent une curiosité stratégique. Cette différence n'est pas une chance. C'est le résultat de habitudes délibérées, d'expériences de moulage et de décisions qui reconfigurent la façon dont le jeu d'argent est joué.
L'une des marques les plus évidentes de cet état d'esprit est la capacité de penser à la valeur, pas au prix. Pour la plupart, un cours de 5000 $ est une dépense élevée, l'accent est mis sur ce que vous perdez. Pour ceux qui considèrent comme riches, la question est, quelles compétences, connexions ou rendement, cet investissement peut-il me générer? Pour eux, l'argent n'est pas un trophée à conserver dans la peur, mais un outil de multiplication. C'est comme un fermier qui ne mange pas toutes les graines, mais les plante pour récolter beaucoup plus à l'avenir. Qui garde tout dans le sac se termine par de l'argent moisi. Qui investit, récolte les récoltes. Une autre caractéristique distinctive est la vision à long terme. Alors que de nombreux incendies effaçaient les incendies de la semaine, ils archivent les 5, 10 ou 20 prochaines années. Ils n'ignorent pas le présent, mais chaque action aujourd'hui est une brique dans le bâtiment de demain. S'ils investissent dans une entreprise, ils ne s'attendent pas à tout récupérer le mois suivant. Ils savent que de grands résultats nécessitent du temps, de la patience et du compostage, comme un vin qui gagne de la valeur au fil des ans. J'ai rencontré un homme d'affaires qui a commencé à vendre des produits dans un petit magasin de quartier. Alors que d'autres ont passé leur première voiture ou leurs bénéfices de vacances, il a réinvesti chaque réel en stock, en extension et en nouveaux points de vente. Au cours des 5 premières années, il a vécu avec modération. Dans le 10e, il y avait une chaîne de magasins et un héritage qui a laissé tous les collègues qui aimaient l'argent à temps. Votre secret? Il n'a pas travaillé plus d'heures, a travaillé avec plus d'intelligence. Priorité pour construire des actifs, pas seulement consommer. L'esprit, lorsqu'il est formé, devient une usine de richesse, non pas parce qu'il imprime des billets de 100 $, mais parce qu'il génère des idées, des stratégies et des solutions qui deviennent des flux de revenus. Pensez à un inventeur qui passe des mois à développer un produit qui résout un vrai problème. L'effort initial est intense, mais une fois libérés, les ventes peuvent circuler pendant des années, presque sans leur implication directe. Ou dans un créateur de contenu qui produit un cours, un livre ou une vidéo, chaque pièce peut générer une recette récurrente, longtemps après. Ces personnes n'échangent pas le temps contre de l'argent, échanger des connaissances et de l'innovation contre la liberté financière. Mais venir à ce niveau nécessite de reprogrammer l'état d'esprit. Le problème est que nous grandissons dans des environnements qui nous apprennent à limiter les croyances, l'argent est sale. Riche et gourmand. Devenir riche est presque impossible sans explorer quelqu'un. Avec ces scripts qui courent sur la tête, même lorsqu'une grande opportunité apparaît, la peur ou la culpabilité peut nous faire refuser. Reprogrammer l'esprit est de savoir comment formater un disque dur rempli de virus et installer un nouveau système d'exploitation. Ce n'est pas facile car cela signifie des voix difficiles que nous entendons de l'enfance, parfois même des personnes qui nous aimaient, mais qui nous ont involontairement donné des limitations. Cela signifie comprendre que prospérer n'est pas l'égoïsme, mais élargir sa capacité à avoir un impact, à créer et à laisser un héritage. Un exercice puissant consiste à observer vos réactions automatiques. Lorsque vous voyez quelqu'un avec une voiture de luxe, votre première pensée est « sûrement fait quelque chose de mal » ou « quelle valeur avez-vous créée pour l'avoir ?» Quand entendez-vous qu'une connaissance a du profit d'un investissement, envoyez-vous une invitée ou une curiosité pour savoir comment vous l'avez fait. Ces réponses instantanées révèlent la programmation financière qu'elles transportent. L'état d'esprit riche embrasse également l'échec. Alors que la plupart évitent les risques de peur de perdre, ils considèrent les pertes comme des leçons payantes. Un investisseur expérimenté m'a dit, « Chaque fois que je perds de l'argent, je pense, je viens de payer pour un cours que personne d'autre ne pouvait me donner. » Cette perspective leur permet d'agir plus rapidement, de tester plus d'hypothèses et ainsi d'augmenter les chances de bien faire les choses. Un autre pilier est une diversification intelligente. Ceux qui construisent la richesse dépendent rarement d'une seule source de revenus. Ils comprennent que l'argent, pour se multiplier, a besoin de plusieurs courants. Comme une rivière à flux, ils créent des affaires, des investissements, des partenariats et des actifs qui génèrent constamment de la valeur. Il ne s'agit pas de faire 1000 choses en même temps, mais de construire un réseau de revenus qui ne s'effondre pas si un œil échoue. Enfin, la reprogrammation de l'esprit nécessite un environnement. Les conversations que vous avez, les livres que vous lisez, le contenu que vous consommez, tous façonnent votre vision du monde. Si vous vivez avec des gens qui voient l'argent comme un méchant, il absorbera probablement cette croyance.
Mais s'il entoure ceux qui le voient comme un outil de création, d'innovation et d'impact, votre perspective change naturellement. Il ne s'agit pas d'imiter aveuglément, mais d'élargir votre boîte mentale pour agir avec plus de stratégie et moins de limitations. Essentiellement, la mentalité riche n'est ni un don génétique ni un privilège de quelques-uns. C'est une construction quotidienne, un ensemble d'habitudes mentales que n'importe qui peut adopter, tant qu'ils sont prêts à désapprendre ce qu'ils apportent et à former l'esprit pour voir, créer et multiplier des opportunités. La vraie richesse est née dans la tête bien avant qu'elle n'apparaisse sur le compte bancaire. Chapitre 3, le millionnaire paresseux. Plus de cerveau, moins d'efforts. Lorsque les gens entendent « millionnaire paresseux », quelqu'un allongé sur un filet, buvant un verre tandis que l'argent tombe du ciel. La réalité est différente. La paresse productive si appelée ne fait rien, cela fonctionne si intelligemment que le poids de l'effort est sur les systèmes, les personnes ou les ressources, pas sur le dos, 24 heures par jour. C'est l'art de projeter des mécanismes qui continuent de travailler par vous-même. C'est comme changer la houe pour la récolte, au début, cela nécessite plus d'investissement de temps, d'argent ou de connaissances, mais récolter les fruits sans avoir à transpirer la chemise à chaque récolte. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous êtes un médecin qui sert les officiers en fonction, chaque heure de travail donne une valeur fixe, mais si elle s'arrête, pour la maladie, les vacances ou la fatigue simple, l'argent pour. Dans la seconde, vous créez un cours de santé préventif en ligne, enregistrez des cours une fois et vendez un accès à vie. Tout en dormant, en voyageant ou même en servant vos patients face à face, le cours continue de générer des revenus. Lequel des 2 modèles évolue au-delà de leurs limites physiques? Lequel vous permet de gagner tout en vivant au lieu de vivre pour gagner? Voici la vérité inconfortable. La plupart des gens échangent du temps contre de l'argent parce que c'est la manière la plus évidente, pas la plus intelligente. Le système éducatif, la culture du travail acharné, et même la peur de nous conditionner le risque de rechercher la sécurité dans la routine d'emploi fixe. Mais la sécurité n'est pas synonyme de liberté. Un salarié peut avoir une stabilité, mais c'est toujours une démission, une crise ou une maladie loin de tout perdre. Déjà ceux qui construisent actifs, même si cela commence lentement, construisent une forteresse. Chaque brique placée, une propriété louée, un produit numérique, une participation à une entreprise, réduit sa dépendance au prochain chèque de paie. Les actifs sont des machines pour gagner de l'argent que vous activez une fois et ils continuent à courir. Un exemple classique, un YouTuber qui publie des vidéos d'investissement. Au début, il passe des heures à rechercher, enregistrer et éditer. Mais une fois le contenu dans l'air, chaque vue, chaque annonce affichée, chaque affilié qui achète un produit recommandé génère des revenus sans avoir à refaire le travail. Il en va de même pour un blogueur, un podcasteur ou même un influenceur qui monétise son public. Le secret? Transformez vos connaissances ou vos compétences en quelque chose de reproductible. Il ne s'agit pas de travailler moins au début, il s'agit de travailler différemment pour récolter les fruits à long terme. Et ne pensez pas que les actifs sont le privilège de ceux qui ont déjà de l'argent. Un employé peut commencer par investir 100 $ par mois dans des actions qui versent des dividendes. Un concepteur peut créer des modèles Canva et les vendre sur Internet. Un enseignant peut enregistrer des cours et les rendre disponibles sur une plateforme de cours. Ce qui sépare qui construit des actifs de ceux qui n'en rêvent que d'eux, c'est l'action. Alors que certains attendent le bon moment, jamais assez, d'autres commencent par ce qu'ils ont, où ils sont. Il y a une règle d'or dans ce jeu, plus un actif dépend de vous, moins il est précieux. Un consultant qui facture 20 000 $ par mois, mais doit être présent à chaque réunion, à une entreprise, pas un actif. Déjà un consultant qui enregistre la formation, embauche une équipe pour vendre un accès et grimper à 1000 étudiants sans avoir à enseigner individuellement? Cela construit quelque chose qui transcende votre temps. Bien sûr, tous les actifs ne sont pas passifs au sens littéral. Certains nécessitent la maintenance, une propriété a besoin de réparation, un cours en ligne a besoin de mise à jour, une entreprise a besoin de gestion. Mais la différence cruciale est que ces efforts ne sont pas linéaires. Vous n'avez pas besoin de plier votre temps pour doubler vos revenus. Un propriétaire d'un réseau de franchise n'a pas besoin d'ouvrir personnellement chaque United pour en profiter. Un écrivain n'a pas besoin de réécrire son livre à chaque vente. Le travail initial est intensif,
mais le retour est exponentiel. Le piège mental que beaucoup tombent est de penser que le fait est uniquement pour riches ou chanceux. En fait, les riches sont devenus riches parce qu'ils l'ont déjà compris. Warren Buffett n'était pas un milliardaire travaillant 80 heures par semaine, il a acheté des actifs, actions, entreprises, qui génèrent de l'argent pendant qu'il lit les journaux et prend Coca-Cola. Ray Dalio ne gère pas chaque commerce de Bridgewater seul, il a construit des systèmes et des équipes qui fonctionnent sans sa présence constante. La richesse n'est pas le résultat de la sueur, mais de la stratégie. Alors comment commencer ? Tout d'abord, arrêtez d'échanger du temps contre de l'argent. Identifiez une compétence, une connaissance ou une fonctionnalité que vous avez déjà et demandez, comment puis-je l'emballer pour que d'autres personnes le paient à plusieurs reprises, sans que je n'aie à refaire la rayure à chaque fois ? Un entraîneur personnel peut créer un programme de formation en ligne. Un avocat peut vendre des modèles contractuels. Un cuisinier peut lancer un e-book de recettes. Le monde est plein de personnes désireuses de payer des solutions, votre travail consiste à en créer un qui ne dépend pas à 100% de vous. Deuxièmement, investissez dans l'apprentissage des actifs. Des livres comme Rich Father, Poor Father, Robert Kiyosaki, ou L'investisseur intelligent, Benjamin Graham, sont classiques pour une raison, ils déconstruisent la mentalité travail pour retirer et montrent le pouvoir des actifs. Mais ne vous arrêtez pas en théorie. Appliquez. Achetez une action qui verse des dividendes. Créez un produit numérique simple. Louez une chambre dans votre maison. Commencez petit, mais commencez. Troisièmement, comprenez que les actifs ne sont pas seulement financiers. Votre plus grand atout est votre esprit. Chaque livre que vous lisez, chaque cours que vous prenez, chaque expérience qui accumule augmente votre capital intellectuel, et ce capital peut être monétisé sous des formes infinies. Un ingénieur qui apprend sur le marketing numérique peut vendre ses services pour bien plus. Un comptable qui domine l'analyse des données peut créer des rapports automatisés pour les clients. Qui investit en eux-mêmes ne manque pas d'options. Enfin, acceptez que la voie de l'active est un long jeu. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de construire quelque chose qui, en 5 ou 10 ans, vous donne la liberté. Bien que vos collègues soient toujours piégés dans la ruée vers la fin du mois, vous récolterez les fruits des décisions prises aujourd'hui. Le choix vous appartient, être la souris sur la roue ou le propriétaire de la roue. À une époque où la technologie peut assumer des tâches répétitives avec précision qu'aucun humain ne pouvait égaler. L'automatisation n'est pas le luxe, c'est la stratégie. Il transforme les heures de travail manuel en minutes de supervision, libérant votre esprit à ce qui compte vraiment, innover, créer et grimper. Imaginez une entreprise où chaque processus, du service client aux factures, coule sans que vous ayez à intervenir. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité pour ceux qui comprennent que le temps est la ressource la plus précieuse qui existe. Des outils tels que le CRM automatisé, les chatbots, les logiciels de gestion financière et même l'intelligence artificielle sont déjà à la portée de quiconque veut cesser d'être en otage à la routine. L'erreur de beaucoup est de penser que l'automatisation est coûteuse ou compliquée. Mais la vérité est que le coût de ne pas automatiser est beaucoup plus élevé, les temps perdus dans des tâches qui pourraient être effectuées en quelques secondes, des opportunités gaspillées par manque d'agilité, et pire, le sentiment que vous courez toujours après le temps au lieu de vous maîtriser. La combinaison de la délégation et de l'automatisation est ce qui sépare ceux qui travaillent dans l'entreprise de ceux qui travaillent pour que l'entreprise se développe. Un restaurant qui dépend exclusivement du propriétaire pour travailler est forcément petit. Déjà un restaurant avec des processus standardisés, une équipe formée et des systèmes automatisés peut se multiplier dans les franchises, générant des revenus sans que le propriétaire n'ait à être présent dans chaque unité. Mais méfiez-vous, la multiplication du temps n'est pas de faire plus, il s'agit de faire les bonnes choses. Le véritable pouvoir consiste à identifier les activités génèrent les résultats les plus élevés et à se concentrer sur eux, tandis que le reste est délégué ou automatisé. C'est comme un chef qui, au lieu de passer des heures à peler des pommes de terre, forme son équipe et utilise des équipements qui optimisent la préparation afin qu'il puisse se consacrer à la création de plats qui rendront son restaurant unique. Et voici le grand balcon, lorsque vous dominez l'art de multiplier le temps, non seulement gagne plus d'argent, mais gagne liberté. Liberté de choisir comment passer vos heures, investir dans des relations, la santé, de nouveaux projets ou tout simplement se reposer.
Alors que la plupart des lives ont emprisonné dans l'illusion que le temps est de l'argent, les stratégies savent que l'argent réel est d'acheter du temps, déléguer, automatiser ou investir dans des actifs qui fonctionnent pour vous. La prochaine étape bien sûr, arrêtez d'échanger du temps contre de l'argent. Au lieu de cela, utilisez votre temps pour créer des machines générateurs de revenus. Parce qu'en fin de compte, la différence entre ceux qui vivent au travail et ceux qui travaillent pour vivre n'est pas en salaire, c'est dans la façon dont chacun décide d'utiliser les 24 heures dont nous avons tous. Et vous, comment allez-vous choisir d'utiliser le vôtre ? À une époque où la technologie transforme les tâches manuelles en processus autonomes, la véritable puissance est de permettre aux machines de fonctionner pour vous, sans dépendre d'une intervention constante. Imaginez que les emails soient automatiquement licenciés en fonction du comportement des clients, du traitement des systèmes 24 heures sur 24 ou du flux de travail en arrière-plan pendant que vous dormez. L'automatisation n'est pas seulement l'efficacité, c'est la création d'armées silencieuses qui fonctionnent avec précision, sans fatigue, sans distraction et sans les erreurs humaines causées par la fatigue ni la négligence. Voir le cas d'une boutique en ligne qui, avant, dépendait des confirmations de commandes manuelles et des mises à jour des stocks une par une. En mettant en œuvre un système de paiement intégré et un logiciel de gestion en temps réel, chaque achat déclenche une chaîne automatique, confirmation instantanée, ajustement des stocks, préparation de l'expédition et notification client, le tout en quelques secondes, sans un seul temps perdu dans un travail répétitif. Mais l'automatisation ne se limite pas au monde numérique. Un restaurant peut gérer les réservations sans préposer, un gymnase peut renouveler les abonnements sans appeler chaque client et un avocat peut planifier des rappels de délais et de documents sans taper le message par message. Le secret ? Plus vous automatisez, plus vous êtes prévisible, plus il y a de temps à ce qui compte vraiment, stratégie, créativité et connexion humaine. Ce sont les domaines où la valeur est générée, où les décisions transforment les numéros hérités. Et c'est là que la magie se produit, lorsque vous combinez la délégation, pour laquelle le jugement humain nécessite, avec l'automatisation, pour ce qui est mécanique, votre productivité entre en mode exponentiel. 2 heures passées en fermant un contrat à 6 chiffres valent l'infini plus de 2 heures à répondre des courriels de routine. Il ne s'agit plus de fonctionner, mais de travailler sur ce qui multiplie vos résultats. Et en parlant de multiplication, il existe une loi que les stratèges financiers dominent, la règle de Pareto. 80% de vos résultats ne proviennent que de 20% de vos actions. Si vous identifiez cet impact à 20% élevé et éliminez, déléguez ou automatisant le reste, votre efficacité tirera. L'objectif n'est pas d'avoir un programme bondé, mais un programme intentionnel, où chaque minute est investie dans ce qui fait vraiment bouger l'aiguille. Enfin, la multiplication du temps est une question d'esprit proactif. Les plus réussis ne s'attendent pas à être noyés au travail pour créer des systèmes, ils les construisent en premier, préparant le sol afin que la croissance ne se transforme pas en un piège d'heures plus perdues. Parce que la vraie liberté n'a pas le temps de gauche, c'est en avoir le contrôle, décidant de la vivre, pas comment y survivre. Chapitre 6, le piège de luxe prématuré. Il y a une erreur silencieuse qui détruit plus de fortune que toute crise économique, l'illusion que les dépenses sont synonymes de succès. Nous vivons dans une culture qui accorde le dépistage, ou la première augmentation, le bonus inattendu ou les bénéfices initiaux d'une entreprise sont immédiatement convertis en symboles de statut, nouvelle voiture, vêtements de créateur, une adresse plus coûteuse. Le problème ? Chaque lujo acheté à l'avance consomme non seulement de l'argent, vole l'avenir que cet argent pourrait construire. Le piège fonctionne comme ceci. Au lieu de réinvestir la première cupidité pour renforcer la machine qui les a générés, ils sont dirigés vers des actifs qui ne génèrent pas le retour, et pire, perdent souvent de la valeur au fil du temps. Une voiture 0 km dévalue au moment où elle quitte le concessionnaire. Une horloge de luxe devient un trophée de vanité, pas un investissement. Une plus grande maison signifie plus d'impôts, d'entretien et de dépenses qui ne se rétablissent pas. Et le pire, une fois que vous avez augmenté votre niveau de vie, retournez à. Il devient psychologiquement insupportable. Cette amélioration devient une obligation invisible, un courant qui détient sa liberté. Derrière cela est l'ego, l'un des moteurs les plus destructeurs de la finance personnelle. Nous voulons que les autres sachent que nous sommes arrivés, et que nous l'avons mesuré par des symboles externes, la photo Instagram avec la nouvelle clé de voiture, le voyage vers une destination à la mode, le dîner dans un restaurant cher.
Mais l'approbation ne paie pas de facture, et l'admiration de ceux qui ne contribuent pas à leur croissance financière est tout au plus du bruit hors de propos. La compétition sociale alimente le feu. Si un ami achète une meilleure voiture, nous ressentons la pression de faire de même. Si un collègue émet des photos de vacances luxueuses, nous pensons que nous prenons du retard. Ce jeu n'a pas de gagnant, car il y aura toujours quelqu'un avec plus. La seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. La vraie concurrence devrait être contre vous-même. Aujourd'hui, êtes-vous plus libre financièrement qu'hier? Vos actifs fonctionnent-ils plus pour vous qu'il y a un an? Votre temps dépend-il moins de la transpiration quotidienne? Ce sont les métriques qui comptent. Ceux qui comprennent cela ne sont pas des exceptions, ils sont stratégiques. Warren Buffett vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, volait en classe économique et a conduit une voiture simple, malgré une fortune milliardaire. Il n'était pas en avance, il savait que chaque royal dépensé en ostentation était un véritable soustrait de son empire. Un homme d'affaires qui, dans les premières années de son entreprise, vivait dans un appartement modeste, a utilisé les transports en commun et réinvesti 90% des bénéfices a été considéré comme étrange par des amis qui ont dépensé des voitures, des fêtes et des voyages. Une décennie plus tard, alors qu'il travaillait toujours pour soutenir leurs habitudes, il avait un empire qui travaillait pour lui. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de tout luxe sans le travail pour le payer. L'ironie? Beaucoup de gens pensent que ces exemples sont extrêmes ou ils sauraient aussi comment profiter de la vie s'ils avaient de l'argent. Ils ne comprennent pas cela précisément parce qu'ils ont reporté les plaisirs immédiats, aujourd'hui ils les apprécient sans dette, sans pression, sans l'ombre de l'instabilité. Ce n'est pas un sacrifice éternel, il s'agit d'une stratégie temporaire pour s'assurer que lorsque le moment de l'apprécier vient, aucun compte ne menace votre paix. Éviter le piège de luxe prématuré nécessite une vision à long terme et une discipline solide. Cela signifie comprendre que dans les premières années, chaque réel sauvé ou réinvesti est une graine de liberté future. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous montrez, mais de ce que vous n'avez pas à vous montrer pour vous sentir fait. Pas nécessaire pour survivre. Chaque réel que vous laissez travailler au lieu de dépenser est un soldat dans votre armée de liberté. La différence entre ceux qui construisent la richesse et qui ne les rêvent pas ne sont pas dans la taille du salaire, mais dans la capacité de transformer les ressources en machines pour générer plus de ressources. La croissance financière n'est pas une race contre le marché, c'est une bataille contre vos propres impulsions. Chaque devise gaspillée chez un coup de tête est une brique moins dans la forteresse de son indépendance. Et il ne s'agit pas de vivre comme un ascète, mais de distinguer clairement ce qui est une récompense méritée de ce qui est une dépendance déguisée du statut. Le dîner dans un restaurant étoilé pour célébrer un objectif atteint peut être un carburant pour la motivation, une voiture à 0 km financée en 60 versements pour impressionner les autres est une peine de prison déguisée. La règle d'or est implacable, achetez des luxes avec la sueur de vos actifs, jamais avec la sueur de votre travail. Si votre souhait est une horloge qui coûte l'équivalent de 3 mois de salaire, faites un investissement, un loyer, des dividendes ou une entreprise automatisée, payez-le pour cela. Si vous rêvez d'une voiture haute, construisez d'abord une source de revenus passifs qui couvre non seulement la performance, mais aussi l'entretien, l'assurance et le carburant, sans que vous ayez à abandonner une heure de votre temps. Ainsi, le luxe n'est plus une dette camouflée et devient un véritable trophée de votre intelligence financière. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous avez, mais pour ce que vous n'avez pas à faire pour le garder. Ceux qui comprennent cela savent que le plus grand luxe de la vie n'est pas ceux qui sont affichés sur Instagram, mais ceux qui aiment silencieusement, la sécurité de savoir qu'aucune crise ne renversera leur mur, la liberté de dire non pour les œuvres qui sucent leur âme et leur temps, S'il est beaucoup plus rare que de l'argent, investir dans ce qui compte vraiment. Ceux qui tombent dans le piège de luxe prématuré permettent à l'être de l'être. Quiconque l'évite comprend que la vraie richesse est la capacité de vivre sans crainte de demain. Les autres sont des ornements qui, sans discipline, deviennent les courants qui vous tiennent au sillage de la consommation éternelle. Chapitre 7. Investissement qui fonctionne pendant que vous vivez. L'investissement ne jette pas d'argent sur quelque chose et l'encourage. C'est un jeu d'échecs où chaque mouvement doit être calculé, chaque risque évalué et chaque décision prise avec la froideur de qui sait que le marché ne pardonne pas les amateurs. Avant de mettre un seul réel dans n'importe quel atout, gravez cette loi dans votre esprit,
n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. L'histoire est pleine de fortunes perdues par des personnes qui ont été séduites par des promesses de rendement magique, des craintes d'être sorties ou de l'illusion que tout le monde gagne. Comprendre où vous mettez votre argent n'est pas facultatif, c'est votre première défense la plus puissante contre l'échec. Il ne suffit pas d'entendre qu'une connaissance était riche en crypto, en immobilier ou en actions. Vous devez plonger dans les nombres, démanteler le mécanisme qui génère de la valeur et, surtout, avoir un plan de sortie avant même d'entrer. Parce que le marché monte et descend, mais ceux qui ne savent pas en partant se retrouvent coincés dans les montagnes russes de spéculation. Avant de penser à investir, cependant, il est nécessaire de construire la base. Cela signifie un fonds d'urgence qui couvre 6 à 12 mois de dépenses, car les opportunités ne s'attendent pas à des crises, et les crises n'arrivent pas avant d'arriver. Élimination des dettes toxiques, en particulier celles qui ont des intérêts abusifs, tels que les cartes de crédit ou le découvert. Investir tout en paie 3 cents% par an d'intérêt, c'est comme essayer de remplir une connerie, peu importe combien vous mettez à l'intérieur, le trou gagnera toujours. Un flux de trésorerie stable qui vous permet de dormir tranquillement lorsque le marché oscille, parce que celui qui vend en panique perd vraiment. Ce n'est qu'alors que vous êtes prêt à entrer dans le jeu. Et ici, la première décision critique est où allouer votre capital. Les investissements sont divisés en 3 catégories, chacune avec son profil de risque et leur récompense. 1. Risque faible, la forteresse de votre richesse. Ce sont les fondements, trésors directs, CDB, comptes à haute offrabilité et fonds indexés conservateurs. Ils ne deviendront pas millionnaires du jour au lendemain, mais protégeront votre capital et généreront un flux prévisible. Ils sont idéaux pour l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, comme la réserve d'urgence ou les ressources pour les objectifs à court terme. La règle ici est simple, la sécurité d'abord, retournez plus tard. 2. Risque modéré, le moteur de croissance. Voici les actifs qui nécessitent plus d'attention, mais offrent des rendements plus attractifs, propriétés locatives, entreprises solides, fonds immobiliers, FI, et entreprises avec des modèles éprouvés. Une propriété bien localisée peut générer un revenu passif pendant des décennies, mais vous oblige à gérer les locataires, l'entretien et le poste. Une action d'une entreprise bien gérée peut valoriser et verser des dividendes, mais vous devez être prêt à supporter les baisses du marché sans désespoir. Le secret ici est une diversification intelligente, ne mettez pas tout votre argent dans un seul secteur ou actif. Un portefeuille équilibré réduit les risques sans sacrifier le potentiel de croissance. 3. Risque élevé, le champ miné des rêves rapides. Les startups, les crypto-monnaies, le trading spéculatif et les paris de niche volatiles peuvent multiplier votre argent, ou l'évaporer en quelques jours. L'erreur mortelle est d'allouer une très grande tranche de votre héritage ici, motivé par la cupidité ou l'illusion que cette fois sera différente. La règle du fer est, n'investissez qu'à ce niveau ce que vous pouvez perdre sans pleurer. Si l'idée de perdre 100% de cet argent vous fait dormir, vous investissez déjà trop. N'oubliez pas, pour chaque réussite que vous entendez, il y a des centaines d'échecs que personne ne compte. Comment analyser une opportunité sans être dupe? Jamais, prendre une décision basée uniquement sur l'intuition ou l'enthousiasme. Chaque investissement doit passer par un filtre strict. Les chiffres ne mentent pas, mais les vendeurs, oui. S'il s'agit d'une entreprise, nécessitez des états financiers vérifiés. S'il s'agit d'une propriété, analysez le taux d'occupation de la région, les coûts cachés, condominium, l'impôt foncier, les rénovations, et la tendance du marché local. Que ce soit une crypto ou un projet innovant. Enquêtez sur l'équipe derrière cela, le vrai problème qu'ils résolvent et s'il existe un modèle de monétisation viable, ou si c'est juste de la fumée. Méfiez-vous des rendements garantis. Toute promesse de « bon profit » ou « une opportunité unique qui nécessite une décision immédiate » est un drapeau rouge. Les estelionnaires se nourrissent de la hâte et de l'ignorance. Si quelqu'un vous fait pression pour signer quelque chose aujourd'hui, c'est parce que demain vous trouveriez la vérité. Le passé ne garantit pas l'avenir. Une action qui a augmenté de 2 cents% l'année dernière pourrait tomber demain. Une propriété qui apprécie au cours de la dernière décennie peut stagner la suivante. Investissez basé sur les fondamentaux, pas les modes. L'art de la diversification, ou comment ne pas mettre tous les œufs dans le même panier en feu.
La diversification n'a pas 20 investissements différents sans discrétion. Est de distribuer stratégiquement votre capital afin que une partie est sur faible risque. Une autre partie augmente, risque modéré. Et une petite tranche explore les possibilités de potentiel élevé, risque élevé, mais sans menacer sa stabilité. L'objectif n'est pas seulement de protéger votre argent, mais de vous faire travailler sur plusieurs fronts. Une propriété louée, un portefeuille de dividendes, les redevances d'un projet intellectuel ou une participation à une entreprise évolutive sont des exemples d'actifs qui génèrent des revenus même pendant que vous dormez. Le but final ? Arriver au point où vos dépenses de base sont couvertes par un revenu passif, vous libérant de la nécessité d'échanger du temps contre de l'argent. Lorsque cela se produit, vous obtenez le plus grand luxe de tous, la liberté de choisir comment passer vos heures. Parce que l'investissement ne concerne pas qui gagne plus rapidement. Il s'agit de savoir qui construit des systèmes ces dernières décennies. La patience surmonte se dépêcher. La discipline dépasse la chance. Et qui comprend que l'argent se développe plus vite lorsque vous n'en avez pas besoin finit par accumuler une richesse qui semble inévitable, non pas par hasard, mais par conception. La vraie richesse n'est pas née de l'anxiété pour multiplier de l'argent à tout prix, mais de la sagesse au choix des façons qui résistent au temps. Les meilleures attaques ne sont pas celles qui accélèrent le cœur avec des promesses de rendements instantanés, mais ceux qui deviennent silencieux, comme des arbres dont les racines s'approfondissent tandis que les autres ne voient que le tronc. La hâte est un ennemi d'une fortune durable, la cohérence, son plus grand allié. Chapitre 8, le flux d'argent qui construit des empires. L'argent n'en a aucune volonté. C'est comme une rivière, il peut irriguer des terres fertiles ou se perdre dans les déchets de déchets. Ce qui sépare ceux qui gagnent la liberté financière de ceux qui vivent au bord de l'effondrement, ce n'est pas la taille du revenu, mais l'ingénierie derrière leur mouvement. La règle 50-30-20 n'est pas seulement une division mathématique, c'est une carte pour transformer le chaos en ordre et une pénurie abondante. Son pouvoir, cependant, ne se révèle que lorsque vous dominez votre logique et l'appliquez à la discipline d'un général qui ne négocie pas avec la défaite. Les 50% sont la fondation, le logement, la nourriture, le transport essentiel, l'assurance et les comptes qui gardent votre vie. Ce n'est pas une limite arbitraire, mais une ligne rouge inapplicable. L'erreur de beaucoup est de l'étirer jusqu'à 70%, 80%, de se noyer des loyers gonflés, de voitures financées par un statut ou des signatures qui ne se souviennent même pas qu'elles l'ont fait. L'intelligence ne consiste pas à voir ce 50% comme une prison, mais comme un bouclier. Si vos dépenses de base vont au-delà de ce plafond, le problème n'est pas votre revenu, c'est votre style de vie dévorant votre avenir. Les 30% suivants sont le terrain des désirs, dîner, voyage, nouveau téléphone, le caprice qui soulage l'ennui. Ici, le plus trébuche. Ils confondent le bonheur avec la consommation immédiate, l'échange de potentiel de plaisir éphémère. Il n'y a pas de péché à apprécier, mais il y a de la folie pour sacrifier la liberté de demain pour l'éclat d'aujourd'hui. Les vraiment riches ne se privent pas pour mesquins, ils savent que chaque réel dépensé pour un désir est un réel qui pourrait planter un arbre de revenus. Donc, même dans cet espace, ils dépensent moins qu'ils ne le pouvaient, non pas par la cupidité, mais parce qu'ils comprennent que le luxe suprême n'est pas ce que vous avez, mais le temps que vous récupérez. Les 20 derniers pourcents sont le levier qui déplace les montagnes. C'est là que la magie se produit, ou où la plupart échouent. S'attendre à de l'argent à investir, c'est comme attendre le temps de vivre, n'arrive jamais. La stratégie gagnante est le contraire, séparer ces 20% au même moment que l'argent entre avant de passer le dévorer. Ce montant n'est pas des économies. Inactif, c'est le carburant des actifs qui fonctionne pour vous. Le laisser standard, c'est comme avoir une armée sans bataille, caractéristique sans but. La réinversion stratégique est le secret de la transformation de ce système en une machine de croissance perpétuelle. Il ne s'agit pas de s'accumuler en accumulant, mais de rediriger chaque gain pour générer plus de gains. Un loyer restant devient l'entrée d'une autre propriété. Un dividende se transforme en action d'une entreprise solide. Un profit supplémentaire finance une entreprise qui évolue sans sa présence. Ainsi, chaque actif devient un équipement qui tourne d'autres engrenages, créant un cycle où l'argent ne disparaît pas, les rendements multipliés. Les dépenses impulsives sont l'ennemi silencieux. Il agit pour l'émotion, vous voyez, voulez, achetez.
sans se demander si cet achat apportera un retour ou simplement une dose de dépassement de dopamine. La réinversion, en revanche, est le résultat de la patience et de la vision à long terme. Une tactique simple pour surmonter l'impulsion ? Imposer une période d'attente. Si après 30 jours, vous voulez toujours cet article, et cela correspond au budget s'envoler à l'avenir, achetez. La plupart du temps, vous constaterez que c'était juste un coup de tête déguisé en besoin. L'automatisation de ce flux est la clé pour éliminer les frictions. Configurez les transferts d'investissement automatiques dès que le salaire baisse. Ainsi, vous éliminez la tentation et transformez la discipline en un système de preuve de défaillance humaine. Imaginez, chaque mois, 20% de votre revenu s'adresse à un portefeuille diversifié. Chaque trimestre, vous ajustez la stratégie, apprenez des résultats et affinez vos pièces. Au fil du temps, il accumule non seulement du capital mais développe un fort instinct pour les opportunités, et cela, plus que de l'argent lui-même, est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Prenez un exemple concret, une personne qui gagne 5 000 $ par mois et applique la règle 50-30-20 avec rigueur. En quelques années, leurs investissements commencent à rapporter 500 $ d'extra. Au lieu de dépenser cet argent, elle l'a réinvesti. Ce cycle accélère la croissance jusqu'à ce qu'un jour le revenu passif dépasse le salaire d'origine. À ce stade, le travail devient un choix, pas une obligation. Tout cela sans héritage, sans salaire astronomique, uniquement avec un système qui privilégie la construction de la consommation. Le flux d'argent intelligent ne consiste pas à vivre comme un ascèse, mais à donner à chaque réel un objectif clair. Certains garantiront votre cadeau, d'autres seront heureux, mais une tranche stratégique sera dédiée à l'achat de votre liberté future. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil pour élargir vos options, pas une fin en soi, il ne s'y est plus en otage et là maintenant comme un allié. À ce stade, vous ne travaillez plus pour de l'argent. L'argent fonctionne pour vous. Chapitre 9. Transformer les idées en machines de richesse. Les idées sont comme des graines, stockées dans le tiroir, elles ne nourrissent personne. Sa valeur n'est pas dans l'éclat de la conception, mais dans l'exécution qui les convertit en actifs réels, produits, services ou systèmes qui génèrent des revenus pendant que vous dormez. Le monde est plein de génies avec des idées brillantes qui n'ont jamais quitté le papier et la pragmatique qui ont pris des concepts simples et les ont transformés en empires. La différence n'est pas dans l'originalité, mais dans l'action stratégique qui suit l'inspiration. La détection d'une idée millionnaire ne nécessite pas de rayon de génie. Voir simplement les problèmes que tout le monde ignore ou mal satisfait. De plus grandes opportunités se cachent souvent dans les frustrations quotidiennes, une ligne sans fin dans un restaurant peut être l'embryon d'une demande de commande, une bureaucratie ennuyeuse, la possibilité de logiciels qui l'éliminent. La richesse n'est pas née de solutions complexes, mais des réponses simples à une vraie douleur. La clé est d'arrêter de chercher la bonne idée et de commencer à résoudre ce qui est juste devant vous. Le manque de transport fiable peut être la graine d'une plateforme de mobilité révolutionnaire. La frustration avec les vêtements qui ne s'habillent jamais bien peut se transformer en une marque qui redéfinit le concept d'ajustement parfait. Le modèle est toujours le même, observer attentivement, identifier les frictions et offrir une solution qui élimine la friction de la vie des gens. Mais voir l'occasion n'est que le début. Le véritable test consiste à transformer cette idée en quelque chose de concret, tangible, qui génère de vrais résultats. Et c'est là que la plupart trébuchent, paralysés par l'illusion qu'ils ont besoin de capitaux stratosphériques, d'une équipe d'élite ou d'un plan sans faille avant de faire le premier pas. La vérité, cependant, est que bon nombre des affaires les plus prospères de l'histoire sont nées avec presque rien à l'exception de la capacité d'agir rapidement, de tester sans crainte et de s'adapter en fonction de ce que le marché réagit. Le secret n'attend pas l'état parfait, mais en créant une version minimale viable, un prototype rudimentaire, un service de base, un échantillon qui vous permet de valider s'il y a une réelle demande avant d'investir du temps et des ressources importantes. Imaginez que vous avez une idée pour une ligne de shirts santé avec des conceptions exclusives. Au lieu de passer une fortune à produire 1 millier d'unités pouvant accumuler, démarrer petit, fabriquer des pièces, diviser sur les réseaux sociaux, offrir des amis ou vendre sur un marché local. Cette action apparemment simple vous donnera des données précieuses. Combien de personnes sont prêtes à payer? Quelles impressions ont le plus d'acceptation? Quel est le prix que le public considère comme juste?
Avec ces informations, vous grimpez avec moins de risques et plus de confiance, en évitant l'erreur mortelle de parier aveuglément sur une idée d'indence. Mais la monétisation d'une idée va au-delà d'avoir un bon produit. Vous devez dessiner un modèle de recette dès le premier jour. Il ne sert à rien de créer quelque chose d'incroyable si vous ne savez pas comment, quand et combien de frais. Est-ce une seule vente? Un modèle de signature? Utiliser des licences? Publicité? Chaque option a des avantages et des inconvénients, et le bon choix dépend de votre marché, de votre type de produit et de votre vision à long terme. Les logiciels, par exemple, peuvent générer des revenus récurrents avec des signatures, tandis qu'une œuvre d'art peut être monétisée par des reproductions sous licence ou des éditions limitées. La vitesse d'exécution est un différentiel compétitif. Les idées n'expirent pas, mais les opportunités de marché oui. Ce qui est innovant aujourd'hui, demain peut devenir des produits de base ou pire, devenir obsolètes. Par conséquent, au lieu de rechercher la perfection depuis le début, le lancement rapide, l'apprentissage de la rétroaction et l'amélioration continue est la stratégie qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Cet état d'esprit, connu sous le nom d'itération agile, est ce qui permet aux startups et aux entreprises technologiques de croître à un rythme auparavant impensable. Et ne pensez pas que le manque de ressources est une barrière insurmontable. Certaines des plus grandes entreprises du monde sont nées de zéro. L'Airbnb a commencé avec les fondateurs louant des matelas gonflables dans leur propre appartement pour payer le loyer. Dropbox provenait d'une vidéo simple démontrant le concept de plateforme, avant même qu'une ligne de code ne soit écrite. Ces cas prouvent que lorsque la proposition de valeur est claire et résout un vrai problème, les limitations initiales perdent la pertinence. La clé est d'utiliser ce que vous avez déjà. Vous pouvez avoir des compétences dont les autres ont besoin et peuvent être offertes en tant que service. Vous avez peut-être un réseau de contacts qui peuvent devenir vos premiers clients ou promoteurs. Ou peut-être maîtriser une connaissance spécialisée qui peut être emballée dans un cours, un e-book ou un conseil. La question que vous devriez poser n'est pas « de quoi dois-je commencer ?», mais « que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai déjà ?» La transformation des idées en réels actifs nécessite également une structuration et une documentation. Si votre entreprise dépend à 100% de votre présence pour travailler, vous n'avez pas d'entreprise, vous avez un travail déguisé. Un véritable atout est quelque chose qui continue de générer une recette même lorsque vous n'êtes pas directement impliqué. Cela signifie déléguer, automatiser et normaliser les processus clés, afin que le système fonctionne indépendamment. Et voici une vérité inconfortable, les idées millionnaires ne sont pas nécessairement les plus originales, mais les plus réalisées. De nombreuses entreprises prospères n'ont rien inventé de nouveau, ils ont simplement pris quelque chose existant et ont rendu les choses plus rapides, moins chères, plus abordables ou plus pratiques. L'innovation améliore souvent un processus, adapte un produit à un nouveau public ou simplifie une expérience. Lorsque vous pouvez transformer une étincelle inspirante en un atout qui tient et se développe seul, il entre dans un cycle vertueux, chaque nouveau flux de revenus vous donne plus de ressources pour développer de nouvelles idées, et chaque idée réussie élargit votre liberté financière. Imperio n'est pas construit à partir de rêves à distance, mais d'actions concrètes qui génèrent de la valeur chaque jour. Chapitre 10, la puissance de l'effet de levier total. L'effet de levier est, sans exagération, l'une des forces les plus puissantes pour multiplier les résultats et accélérer le voyage vers la liberté financière. Qui domine. Ce concept cesse de se développer linéairement et de croître de façon exponentielle. Essentiellement, l'effet de levier signifie utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas les vôtres pour obtenir des avantages beaucoup plus importants que vous pourriez faire seul. Il peut être temps, argent, compétences, infrastructure, réseau de contacts ou même technologie. Le secret est d'identifier quelles fonctionnalités limitent vos progrès et de trouver qui ou ce que vous avez déjà, l'intégrant dans votre système afin que tout le monde gagne. Le premier type d'effet de levier est le temps des autres. Cela ne signifie pas explorer qui que ce soit, mais créer des accords où les deux parties en bénéficient. Imaginez un entrepreneur qui embauche un designer pour créer l'identité visuelle de sa marque. Il a investi des années à améliorer ses compétences et peut livrer en jours ce qui prendrait des mois à l'entrepreneur pour apprendre. En payant ce service, l'entrepreneur gagne en vitesse et en concentration, tandis que le concepteur gagne les revenus et le portefeuille.
Déléguer des tâches à ceux qui sont plus formés ou disponibles libère leur temps à ce qui compte vraiment, la stratégie. Le deuxième type est l'effet de levier de l'argent des autres, un principe aussi vieux que le métier lui-même. Les banques, les investisseurs providentiels, les partenaires capitalistes et même le financement participatif opèrent sous cette logique. Quelqu'un fournit du capital en échange d'un rendement, et vous utilisez cet argent pour créer quelque chose qui ne serait pas possible seul. Le piège consiste à utiliser cette fonctionnalité pour générer plus de revenus que le coût de l'obtention. Si vous prenez un prêt à une entreprise qui ne paie pas la dette ou ne génère pas de profit, l'effet de levier devient un cauchemar. Par conséquent, avant d'utiliser l'argent des autres, il est essentiel d'être clair sur la façon dont il sera multiplié. Le plan de retour doit être dessiné avec des nombres en béton, pas avec des réalisations optimistes. Le troisième type d'effet de levier, et l'un des plus sous-estimés, est celui des compétences des autres. Imaginez plus vite que votre projet avance si vous incorporiez des personnes dont les talents complètent le vôtre. Pas besoin d'être le meilleur de tout, sachez simplement à reconnaître qui il s'agit et comment les combiner avec vous. Regardez Steve Jobs et Steve Wozniak, l'un avait une vision commerciale et le cadeau pour le vendre au monde, l'autre, le génie technique pour le faire réalité. Séparés, ils auraient pu laisser des marques intéressantes. Ensemble, ils ont révolutionné les industries et créé un empire. Les partenariats stratégiques ne sont pas de simples collaborations, ce sont des fusions de ressources, des réseaux, de la réputation et des capacités qui transforment une opportunité en attaque multilatérale. Un petit producteur peut s'allier avec un réseau de distribution, soudainement, avoir ses produits dans des centaines d'étagères sans avoir à construire leur propre logistique. Un créateur de contenu peut conclure un partenariat avec une marque émergente, échangeant la visibilité pour participer aux ventes et stimuler les deux entreprises sans parler de capitaux propres. Un développeur qui rejoint un expert en marketing lance une application avec un impact 10 fois supérieur à ce qu'il pourrait le faire seul. La magie est en synergie, lorsque chaque partie apporte quelque chose que l'autre n'a pas, le résultat n'est pas la somme, mais la multiplication. Mais le vrai jeu change avec l'apparence technologique, l'arme la plus puissante et la plus démocratique de l'ère numérique. Il y a quelques décennies, atteindre des millions nécessitait une chaîne de télévision, une flotte de journaux ou une armée de vendeurs. Aujourd'hui, avec un smartphone et une connexion Internet, vous pouvez vendre au monde entier, gravir un service ou répandre une idée en quelques heures. Des plateformes comme YouTube, TikTok, Amazon ou Shopify, et même des outils d'intelligence artificielle comme celui-ci que vous lisez maintenant, vous permettent d'automatiser, d'optimiser et de grimper des processus qui exigeaient auparavant des équipes entières. Un entrepreneur peut programmer des campagnes qui fonctionnent 24 heures sur 24, répondre automatiquement avec des chatbots, gérer les actions de n'importe où sur la planète et recevoir des paiements sur différentes devises sans avoir besoin d'une structure physique. L'effet de levier technologique signifie également maîtriser les systèmes qui gagnent du temps et éliminent les erreurs. Des logiciels de gestion comme Trello ou Asana coordonnent les équipes internationales sans se perdre dans des chaînes de messagerie infinies. Un outil d'automatisation comme Zapier connecte les applications pour travailler en synchronisation sans intervention humaine. Non seulement ces heures de libération de votre journée, il réduit les coûts et assure la cohérence des résultats. Voici. Le point critique, l'effet de levier ne consiste pas seulement à accumuler des ressources, mais à améliorer son impact. Si vous déléguez mal, si vous êtes redevable de contrôler ou d'investir dans la technologie que vous ne savez pas comment fonctionner, le levier devient un fardeau, pas un ressort de conduite. Chaque mouvement doit être calculé par le retour qu'il génère et combien est aligné avec ses objectifs à long terme. L'effet de levier intelligent est comme un trampoline, vous vous jetez plus haut avec le même effort, mais s'il est utilisé sans stratégie, vous pouvez vous jeter hors de la piscine. Qui domine cet art vit dans une autre dimension. Vous savez que votre croissance n'est pas seulement les heures que vous travaillez, l'argent que vous avez sur le compte ou les compétences que vous avez. Cela dépend avant tout de la possibilité de connecter les bonnes ressources au bon moment et de les faire fonctionner en harmonie. C'est la différence mentale qui sépare les entrepreneurs ordinaires des architectes des empires. Lorsque vous combinez le temps, le capital, les compétences et la technologie stratégiquement, il entre dans un jeu où chaque action déclenche des effets en cascade. Une version réussie ne génère pas seulement de nouveaux partenaires, clients et opportunités de revenus immédiats qui, à leur tour, peuvent à nouveau être exploités.
C'est ainsi qu'une entreprise qui survit à peine à un système qui se développe seul, plus rapide et avec vos moins d'efforts. Chapitre 11. Construisez un système de richesse automatique. La liberté financière ne consiste pas à travailler tant que je ne peux plus le supporter, mais à construire une machine qui génère de la richesse pendant que vous vivez. Un système de richesse automatique ne dépend pas de votre présence constante. Ne vous effondrez pas si vous prenez des vacances. Et surtout, il continue de produire des revenus pendant que vous dormez, voyagez ou existez simplement. Pour le créer, il faut comprendre que la richesse n'est pas une arnaque de chance, mais le résultat accumulé de processus bien conçus opérant sur le pilote automatique. Ces processus combinent les flux de trésorerie, l'automatisation intelligente, la délégation stratégique et le réinvestissement calculé, tout pour faire croître votre capital comme si vous aviez une vie à vous. La première étape consiste à choisir un modèle de recette qui fonctionne sans vous. Si votre entreprise arrête la facturation dès que vous sortez de la scène, ce n'est pas un système, c'est un travail déguisé. Par conséquent, les modèles les plus puissants sont ceux basés sur des produits numériques, des signatures, des services délégables ou des investissements automatisés. Un cours en ligne est vendu encore et encore sans que vous ayez à le réécrire. Le logiciel d'abonnement génère des revenus récurrents mois après mois. Un portefeuille d'investissement très diversifié produit passivement, sans exiger votre attention quotidienne. La clé ? Évolutivité, la vente d'une unité de plus ne peut pas coûter le même effort que la vente de la première. Une fois le modèle défini, la deuxième étape consiste à documenter et à automatiser chaque étape du workflow. Cela signifie cartographier des processus clairs pour la prospection, la conversion, la livraison, le soutien et la fidélité. Si ces étapes n'existent que dans votre tête, votre entreprise lorsque vous vous arrêtez. Mais s'ils sont enregistrés et automatisés, quiconque dans l'équipe ou même le logiciel les exécute sans son intervention. Ici, entrez les outils numériques, des plateformes de marketing par email qui lancent automatiquement les messages, les systèmes de facturation qui émettent des factures et des paiements de processus sans leur contact, et les CRM qui maintiennent un historique précis de chaque interaction client. L'objectif est simple, éliminer la dépendance de votre temps. La troisième étape, et peut-être la plus critique, est de tirer parti des gens. Bien que la technologie fasse beaucoup, il y a des domaines où le jugement humain est irremplaçable. La délégation n'est pas seulement du transfert de tâches, il est de confiance aux responsabilités à ceux qui dominent mieux que vous certains domaines, augmentant la qualité du travail pendant que vous vous consacrez à ce qui compte vraiment, la vision macro. Un assistant virtuel gère votre communication avec la précision chirurgicale, un expert de la circulation optimise les campagnes pour maximiser votre retour sur investissement, et des ventes à haut niveau de convertis mènent à des contrats millionnaires sans avoir à être sur le devant. Le vrai maître de la richesse comprend que chaque personne de son écosystème est un équipement bien lubrifié. Lorsque la technologie, les processus et les talents humains opèrent en synchronisation, le système prend vie. Mais il ne sert à rien de générer une recette si elle ne se multiplie pas. C'est là que la réinversion intelligente entre en jeu, le carburant qui transforme une entreprise en la machine de croissance exponentielle. Un système de richesse ne se contente pas de produire, il se nourrit de ses propres résultats pour se développer. Il alloue 50% des bénéfices à réinvestir à l'échelle, 30% pour soutenir l'opération et 20% en tant que réserve stratégique ou récompense personnelle. Cette proportion n'est pas arbitraire, c'est la formule qui garantit que chaque cycle de vente est plus robuste que le précédent, comme une boule de neige descendant une montagne, imparable et en constante accélération. Cependant, même le système le mieux conçu nécessite une vigilance sans microgérance. Les principaux indicateurs de performance, KPI, sont vos yeux et vos oreilles, ils révèlent en temps réel si les ventes diminuent, si le coût d'acquisition tire ou si la marge bénéficiaire est corrodée. Avec ces données, vous agissez avant qu'un problème ne devienne une crise. Mais méfiez-vous, un système automatique n'est pas un « laissez-le être », c'est un organisme vivant qui exige des ajustements périodiques. Les révisions mensuelles ou trimestrielles sont essentielles pour identifier les goulots d'étranglement, éliminer les inefficacités et mincer le mécanisme. Quiconque croit pouvoir appeler et oublier est obligé de voir ses cartes en ruine. Une erreur mortelle consiste à attendre la perfection avant de mettre le système en action. La perfection est ennemie du progrès. Le millionnaire stratégique lance une version minimale viable, MVP,
teste sa réceptivité du marché et améliore les données réelles, et non les hypothèses. Chaque itération rend le système plus efficace, réduit les coûts et améliore l'expérience client pendant que les flux de trésorerie entrent déjà. C'est comme construire un avion dans le vol, vous ajustez les ailes tout en gagnant de l'altitude. Un autre pilier non négociable est la diversification des sources de revenus. La dépendance est une vulnérabilité. Une entreprise avec un seul produit ou canal de vente est comme un château de sable balnéaire, une seule vague peut la détruire. Le véritable architecte de richesse construit plusieurs canaux de revenus, vente directe, commission d'affiliation, revenus de signature récurrents, redevances en matière de propriété intellectuelle et investissement dans des actifs tangibles. Ainsi, si un flux sèche, les autres gardent le réservoir plein. La résilience financière n'est pas de la chance, c'est un design intelligent. L'apex de ce processus est lorsque l'argent fonctionne pour vous, et non l'inverse. Son capital n'est pas arrêté sur un compte bancaire, il circule activement, cherchant de nouvelles opportunités de multiplication. Un rendement passif en nourrit un autre, créant un cycle vertueux où votre richesse se développe même pendant que vous dormez, voyez ou consacrez du temps à ce que vous appréciez vraiment. À ce stade, son rôle n'est plus celui du travailleur, mais du stratège en chef, vous n'intervoyez que pour les ajustements critiques ou pour explorer de nouvelles limites d'expansion. Construire un tel système n'est pas une œuvre d'une nuit, mais chaque étape effectuée dans la bonne direction le rapproche d'une réalité où votre temps est votre plus grand atout, pas d'otage au patron, aux clients ou aux horaires bondés. C'est le résultat de la pensée en tant qu'architecte, et non en tant que travailleur, pour combiner des personnes, des processus et une technologie dans une symphonie qui joue seule. Lorsque ce système est finalement soutenu, vous comprenez la véritable essence de la richesse. Ce ne sont pas les chiffres du compte, mais la liberté qu'ils achètent, le privilège de choisir comment, quand et avec qui ils passent leurs heures. Chapitre 12, Bouclier du patrimoine, comment protéger ce que vous avez construit. Faire de l'argent est une chose. Le maintenir, le protéger et le faire croître malgré les crises, l'inflation ou les erreurs de calcul est une autre histoire. Il s'agit de la ligne de démarcation entre ceux qui construisent une fortune durable et qui n'ont eu qu'une arnaque de chance. L'état d'esprit de la préservation patrimoniale est radicalement différent de la génération de revenus. Dans la phase de création, l'accent est la vitesse, l'évolutivité et le profit des opportunités. Dans la phase de blindage, la priorité est la solidité, la diversification et la résilience à long terme, sans tomber à paralyser le conservatisme, mais avec la sagesse de qui sait qu'une seule erreur ou événement externe peut effacer des années de travail depuis des semaines. Le plus grand risque pour toute fortune n'est pas des marchés volatiles, mais l'illusion invaincue. Lorsque l'entreprise se déroule bien, les bénéfices s'écoulent et les investissements se rendent, il est facile de croire que ce scénario est permanent. L'histoire, cependant, est pleine d'exemples d'empires financiers qui ont fait irruption dans les crises économiques, les changements réglementaires, les litiges ou même les échecs humains. Bouclier votre richesse commence par une vérité inconfortable, rien n'égare. Vieux. La seule défense est un plan d'urgence pour chaque scénario possible, car ceux qui ne se préparent pas à la tempête seront entraînés par lui. La première couche de protection est la diversification des radicaux. Il ne s'agit pas seulement d'avoir différents types d'investissements, mais de les distribuer dans des actifs qui réagissent sous des formes opposées aux mêmes événements. Dans une récession, l'immobilier peut dévaluer, mais l'or, les matières premières ou les actions des sociétés de services publics de base ont tendance à rester stables ou même à apprécier. L'objectif est que, quelle que soit la crise, une partie de son patrimoine est plus forte. Cela comprend la diversification géographique, avoir des actifs, des comptes et des investissements dans différentes juridictions protègent contre les risques politiques, les taux de change ou les restrictions gouvernementales. Une capitaux propre blindée vraiment ne dépend pas d'un seul pays, de la monnaie ou du système. La deuxième ligne de défense est la structure juridique intelligente. Beaucoup accumulent la richesse, mais le gardent dans leur nom personnel, une erreur qui les expose aux demandes juridiques, à la fiscalité prédatrice ou aux conflits familiaux. Ceux qui comprennent le jeu utilisent la fatigue, les avoirs et les fondations privées pour séparer les propriétés des actifs de leur identité physique. Il ne s'agit pas seulement de réduire les risques juridiques, il s'agit d'une stratégie pour optimiser les taxes, protéger les héritiers et garantir que votre héritage n'est pas délabré par les événements hors de votre volonté. Le bouclier patrimonial n'est pas paranoïa, c'est la préparation.
Et qui se prépare, survit, et prospère, ou d'autres échouent. Il ne s'agit pas seulement de réduire les taxes ou de faciliter le transfert de marchandises, il s'agit de garantir que votre héritage survit non seulement, mais aussi de croître sous le contrôle des générations suivantes, sans avoir à dépendre de la chance ou des compétences qu'ils n'ont pas. Une FIDE bien structurée ou omnomonieuse n'est pas un testament passif, il s'agit d'un système actif de perpétuation de richesse. Imaginez que vos actifs fonctionnent sans relâche, générant des revenus pour vos héritiers, tandis que les clauses intelligentes empêchent les décisions impulsives ou les pressions externes délabrent ce que vous avez construit. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est l'ingénierie du patrimoine. Et en parlant de protection, l'inflation est l'ennemi silencieux qui s'érode plus rapidement que toute crise économique. Laisser de l'argent arrêté dans les comptes courants ou les faibles demandes de rentabilité est de savoir comment l'enterrer dans une cour et s'attendre à ce qu'il augmente. Les vraiment riches ne gardent pas le capital, ils le transforment en machine pour générer de la richesse. Immobilier commercial avec des contrats à long terme, des actions de sociétés ayant des antécédents de dividendes croissants, des entreprises évolutives qui opèrent avec des marges prévisibles, ce sont les actifs qui non seulement résistent à l'inflation mais l'emportent. Et quand la monnaie locale est-elle dévaluée? La réponse n'est pas la panique, c'est la diversification géographique. Des actifs appelés dollars, euros ou francs suisses, propriétés dans des cryptors stables, même avec adoption institutionnelle, tout fait partie d'un bouclier contre l'érosion monétaire. Mais il est inutile de protéger les menaces externes si le plus grand risque est à l'intérieur de vous. L'histoire est pleine de millionnaires qui ont tout perdu pour une confiance excessive, un pari émotionnel ou l'illusion que cette fois est différente. La discipline n'est pas facultative, il s'agit du système d'exploitation de la préservation de la richesse. Avant de pouvoir allouer un vrai, demandez, quel est le pire scénario ici? Quel est le rendement minimum acceptable? Combien de ce capital puis-je perdre sans compromettre mon plan? Et, surtout, cette décision est-elle alignée sur ma stratégie à long terme, ou simplement avec mon ego à court terme? La règle de 72 heures n'est pas la bureaucratie, c'est un filtre de survie. Si une opportunité ne résiste pas à 3 jours d'analyse du froid, elle ne mérite pas votre argent. Il en va de même pour les ajustements du portefeuille, les modifications doivent être basées sur des données, pas des titres ou des pressions expertes qui gagnent des commissions avec leur impulsivité. Un plan de blindage patrimonial sérieux comprend le protocole de crise, réserve nette à 12 à 24 mois de dépenses, facilement convertibles actifs dans n'importe quel jugement, et même des voies de production géographique si l'environnement local devient hostile. Ce n'est pas une paranoïa, il est de l'équivalent financier d'avoir un extincteur à domicile. Vous ne vous attendez pas à en avoir besoin, mais quand vous en avez besoin, rien d'autre n'a d'importance. Et voici la vérité gênante, la plupart des gens surveillent le score d'un match de football de plus près que leur propre héritage. Revoir. Les mensuels ne sont pas ennuyeux, ils sont le panneau de contrôle de votre liberté. Un gestionnaire du patrimoine compétent n'est pas un luxe, c'est une assurance contre l'ignorance. Il identifie les risques que vous ne voyez pas, ajuste les allocations avant que les pertes ne se matérialisent, et surtout, vous empêche d'être votre pire ennemi. Parce qu'en fin de compte, le plus grand risque n'est pas le marché, les gouvernements ou l'économie, c'est l'illusion que vous contrôlez lorsque, en fait, vous opérez sur le pilote automatique. Il y a aussi le tabou de l'inflation du mode de vie, l'habitude d'augmenter les dépenses dans la même proportion que le revenu. Les voitures de luxe, les demeures surdimensionnées, les signatures inutiles, ce sont des pièges qui convertissent la richesse en dépendance déguisée. Ceux qui gardent la fortune pendant des générations ne vivent pas en dessous de leurs possibilités de cupidité, mais par stratégie. Ils comprennent que chaque royal dépensé en ostentation est un vrai qui a cessé de travailler pour eux. De plus, ils enseignent à vos héritiers que la richesse n'est pas ce que vous dépensez, mais ce que vous préservez et multipliez. Le patrimoine de blindage n'est pas un projet avec une date. C'est un style de vie qui nécessite une vigilance constante, une éducation financière continue et l'humilité pour reconnaître que, autant que vous le savez, il y a toujours plus à apprendre. Lorsque vous dominez cette discipline, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'argent n'est plus une source de stress et devient un outil de liberté. Vous vous réveillez en sachant que quoi qu'il arrive, crise, récession, changement politique, votre héritage est structuré pour résister. Et ceci, pas le montant du compte bancaire, n'est la véritable mesure de la richesse.
Chapitre 13, la liberté comme destination finale. La liberté n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes ou aux rêveurs. Il s'agit d'une équation mathématique avec des variables que vous pouvez contrôler. La première étape consiste à abandonner l'illusion que l'indépendance financière signifie avoir de l'argent infini. En fait, il s'agit d'atteindre un point où vos actifs fonctionnent pour vous générer suffisamment de revenus pour couvrir votre style de vie sans avoir à échanger du temps contre de l'argent. Ce point a un nom, son numéro de liberté. Le calcul n'est pas deviné. C'est un exercice d'honnêteté radicale. Commencez par énumérer toutes vos dépenses, non seulement l'évidence, comme le logement et la nourriture, mais aussi l'invisible, voyages spontanés, entretien des propriétés, assurances, taxes récurrentes et même ce fonds de galidage que beaucoup ignorent. Projetez ensuite ces coûts pour les 20 ou 30 prochaines années, en considérant l'inflation, des changements possibles dans les habitudes, tels que la santé ou la mobilité, et un matelas de sécurité pour des événements imprévus. Si aujourd'hui vous dépensez 30 000 $ par mois, assurez-vous que 360 000 $ par an de revenus passifs seront suffisants. Un plan sérieux prédit au moins 1,5 à 2 fois cette valeur, parce que la liberté ne survit pas, il vit sans souci. Le secret est de construire un système, pas seulement d'accumuler des ressources. Chaque actif de son portefeuille doit avoir un objectif clair, générer des flux de trésorerie, apprécier en valeur ou protéger contre les risques. Propriété locative, dividendes en actions, redevances des propriétés intellectuelles, participation à des entreprises automatisées, ce sont les briques de sa forteresse financière. La diversification n'est pas facultative, c'est le mécanisme de survie qui garantit qu'une crise dans un secteur n'abandonne pas tout son château. Et l'automatisation ? C'est la clé pour ne pas avoir à être l'otage de votre propre héritage. Lorsque vos investissements fonctionnent avec des règles claires, réinvestissement des bénéfices, limite de risque, déclencheur de vente, vous obtenez quelque chose de plus précieux que l'argent, le temps. Mais méfiez-vous, la liberté financière n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une révolution mentale. Pendant des décennies, vous avez été conditionné à croire que le travail est synonyme de souffrance, quel repos est un prix pour les retraités et ce que vous signifie un succès par combien vous sacrifiez. La vérité est que la véritable richesse commence lorsque vous rejetez ces dogmes. Lorsque vous comprenez que le travail peut être un choix, pas une obligation, cette productivité n'est pas le nombre d'heures, mais l'impact par heure, et que le luxe ultime n'a pas grand-chose, mais a besoin de peu. Vous pouvez continuer à travailler après avoir atteint votre liberté, mais ce sera par passion, pas par nécessité. Peut-être que vous démarrez une entreprise, écrivez un livre ou vous consacrez à des causes, sachant qu'aucun de ces choix ne dépend d'un salaire à la fin du mois. C'est la liberté que l'argent bien gère. Fournit la possibilité de dire oui à ce qui compte vraiment et non à ce qui n'ajoute pas. Et lorsque vous y arrivez, vous vous rendez compte que le véritable héritage n'a jamais été les chiffres du compte. C'était la liberté de détenir le temps. Gérer une entreprise, mais parce que vous avez choisi le défi et la créativité dont il a besoin, non pas parce que vous devez payer des factures. Peut-être consacrer votre temps à des projets sociaux, artistiques ou innovants qui ne remplissent pas votre poche mais remplissent votre vie de sens. À ce stade, le travail n'est plus un courant et devient une extension de sa volonté. Pour beaucoup, cette transition génère un mélange d'émotions. D'une part, l'euphorie de commandant enfin chaque minute de son temps, d'un autre côté, le vide momentané de l'abandon d'une identité construite au fil des ans, celui qui a dit « je suis ce que je fais ». C'est là que la clarté du but devient sa boussole. Il ne suffit pas de savoir ce que vous vous libérez, vous devez être absolument sûr où vous allez. La liberté financière n'est pas un point final statique, mais un trampoline pour une vie sur mesure, alignée sur ses valeurs, ses passions et ses aspirations plus authentiques. Sans ce nord, même l'abondance peut devenir un désert, l'argent sans but est comme un navire sans gouvernail à la merci des vagues. Une autre idée fausse dangereuse est de confondre la liberté avec l'isolement. Même avec l'indépendance financière, vous ferez toujours face à des défis, prendrez des décisions difficiles et vous devez vous adapter. La différence ? Maintenant, vous le faites à partir d'une position de pouvoir, avec la possibilité de choisir quand, comment et pourquoi. Cette autonomie, à son tour, amplifie son impact. Lorsque l'argent n'est plus une préoccupation quotidienne, votre horizon se développe, vous pensez à des décennies, pas à des mois,
investir dans des causes qui transcendent leur existence, laissant une marque qui résonne bien au-delà de son temps. Et c'est là que le concept d'héritage entre en jeu, non pas celui réduit à des héritages ou à des propriétés, mais à un héritage vivant, les valeurs que vous perpétuez, les mentalités que vous inspirez, les structures que vous construisez pour que ceux qui viennent après que vous n'ayez pas à commencer de zéro. Un actif bien géré peut transformer la vie de vos enfants, petits-enfants ou même des générations, vous ne saurez jamais, s'il y a un plan intentionnel derrière. Cela inclut des instruments tels que le trushing, les fonds éducatifs ou les investissements à but, mais cela va bien au-delà, il s'agit de transmettre la philosophie qui a rendu cette liberté possible. L'éthique du travail intelligent. La discipline de l'investissement dans la stratégie. Le courage de vivre par principe, pas par les modes. Mais il est inutile de construire un héritage si qui l'héritera ne sait pas comment le préserver. L'histoire est pleine de fortunes qui se sont déroulées en 2 ou 3 générations, pas par manque de ressources, mais par manque de préparation. Éduquer votre famille dans la finance, la responsabilité et la gestion des actifs n'est pas un détail, c'est une assurance qui garantit que votre effort ne se dissout pas dans les décisions impulsives ou l'administration amateur. Le véritable héritage n'est pas ce que vous leur laissez, mais ce que vous construisez en eux. L'obtention de la liberté financière redéfinit également votre relation avec le temps. Vous commencez à l'organiser autour de ce qui nourrit vraiment le corps, l'esprit et l'âme en otage aux exigences des autres. Vous pouvez voyager sans hâte, apprendre sans l'obligation de monétiser immédiatement les connaissances ou de se consacrer à des projets qui, bien qu'ils ne remplissent pas votre compte, remplissent votre âme d'une valeur qu'aucun argent n'achète. Le temps, pas l'argent, devient son atout le plus précieux. Et la façon dont vous investissez définira non seulement votre qualité de vie, mais le ton de votre existence. Le but ultime est de ne pas prendre sa retraite et de ne rien faire. C'est vivre une vie où chaque action est un choix, pas une obligation. Cela peut signifier continuer à fonctionner, mais dans ces termes, suivez la croissance sans sacrifier votre bien-être, build, ému par la passion, pas par nécessité. La liberté financière, lorsqu'elle est bien comprise, n'est pas un refuge sur où vous ancre pour toujours. Il s'agit d'une plateforme de lancement pour une vie plus complète, intentionnelle et sous contrôle. Lorsque vous définissez votre nombre de libertés, construisez les systèmes qui vous soutiennent, vivez en ligne avec vos valeurs et érigez un héritage solide, il atteint un point où l'argent n'est plus l'axe de vos décisions. À ce stade, sa véritable richesse n'est pas dans les soldes bancaires, mais en souveraineté chaque jour. Dans capacité à dire « je vais le faire aujourd'hui », non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je veux. C'est, en substance, le but, une vie dans laquelle vous possédez votre temps, votre énergie, surtout, votre destin. Épilogue, l'éveil de votre nouvelle vie. Le jour où vous décidez de faire le premier pas vers la liberté financière n'est pas juste un autre jour. C'est le premier jour d'une vie complètement nouvelle. Peu importe le nombre de livres que vous avez lus, le nombre de cours que vous avez suivis ou le nombre de plans que vous avez griffonnés, la transformation réelle commence lorsque vous sortez de votre intention et entrez en action. Ce jour peut, et doit, être aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe sans décision concrète est une page vierge gaspillée dans le livre de votre vie. La plupart des gens sont coincés dans une zone de confort illusoire, ils rêvent de changer, mais reportent l'exécution. Ils se convainquent qu'il n'est pas encore temps, qu'ils ont besoin de plus de connaissances, de plus d'argent, de plus de sécurité. Mais la vérité brute est que le moment parfait n'arrive jamais seul. Vous êtes celui qui le crée avec un acte de courage. Lorsque vous décidez de commencer aujourd'hui, vous n'êtes pas prometteur des résultats instantanés ou vous assurez que tout sortira comme prévu. Vous vous engagez envers vous-même, à partir de ce moment, chaque choix, chaque action, sera une étape consciente vers l'avenir qu'elle mérite. C'est peut-être un petit ajustement de fitness, un premier investi sur le marché, une conversation avec un mentor, l'ouverture d'une entreprise parallèle, ou simplement la décision d'apprendre quelque chose de nouveau qui le rapproche de l'objectif. Ce qui compte, c'est que, à partir de ce moment, l'inertie de votre vie change de direction. Comme une roue qui commence à tourner, au début, le mouvement est lent, presque imperceptible, mais chaque retour à le rendre plus stable, plus imparable. Penser plus, travailler moins, gagner plus n'est pas un slogan financier, c'est une philosophie de la vie. Il ne s'agit pas d'éviter le travail, mais de comprendre que votre plus grande ressource n'est pas vos mains ou vos heures, mais votre esprit.
La plupart des gens échangent du temps contre de l'argent comme si le temps était infini. Ce n'est pas. Chaque jour qui passe est irréparable, donc votre objectif devrait être de multiplier la valeur de vos heures, et non de les dépenser. Penser plus signifie analyser, planifier, anticiper, prendre des décisions basées sur la stratégie, pas la réaction. Travailler moins n'est pas synonyme de paresse, mais d'éliminer le superflu et de concentrer votre énergie sur ce qui génère réellement des résultats. Gagner plus est la conséquence naturelle de cette équation, intelligence plus action focalisée. Pour appliquer ce principe, vous devez révolutionner votre vision de l'effort. La sueur ne doit pas être dépensée pour des tâches répétitives, mais investie dans la création de systèmes, de relations et d'actifs qui fonctionnent pour vous. Il ne s'agit pas de passer plus d'heures devant un ordinateur ou un atelier, mais de vous assurer que chaque heure construise quelque chose que vous continuez à produire, même lorsque vous n'êtes pas là. Parce que la vraie liberté ne consiste pas à arrêter de fonctionner. Il s'agit de choisir comment, quand et pourquoi vous travaillez. Et ce choix, lorsqu'il est fait avec la sagesse, transforme non seulement votre compte bancaire, mais son existence. Générez de la valeur pendant que vous dormez, voyez ou profitez des moments qui comptent vraiment. Cela peut signifier construire un portefeuille d'investissement qui se développe silencieusement, créant un produit numérique qui évolue sans sa présence constante, élevant une marque personnelle qui attire automatiquement les opportunités ou créant une équipe qui effectue votre vision pendant que vous vous consacrez à ce que vous seul pouvez faire, réfléchir, innover et diriger. Au début, ce déplacement de mentalité peut sembler inconfortable, après tout, nous vivons dans une culture qui idolâtre l'épuisement en tant que synonyme de productivité et suspect le repos comme paresse. Mais une richesse authentique est née lorsque vous rompez avec ce cycle et opérez pour l'intelligence stratégique, et non par la force brute de répétition. Le grand virage ne nécessite pas un geste héroïque aujourd'hui. Ce sont souvent les petites étapes apparemment insignifiantes qui réécrivent une trajectoire, ouvrir un compte d'investissement avec le premier dépôt, écrire chaque réelle dépensée pour voir des modèles invisibles, réserver un temps quotidien pour maîtriser une compétence critique ou envoyer un message à quelqu'un qui peut devenir partenaire, client ou mentor. Voici la vérité inconfortable, personne ne se sent à 100% prêt à changer. S'attendre à une sécurité absolue, c'est comment attendre que la mer se calme pour apprendre à nager, vous serez sur la plage pendant que la vie passe. Commencez par la peur, avec des doutes, avec le sentiment qu'il n'est pas encore temps. Ces émotions ne sont pas des signes pour s'arrêter, mais du carburant pour se développer. Au fil du temps, l'incertitude devient la confiance et la confiance, le courage d'oser plus. Ce chemin n'est pas une route droite, mais un dédale de progrès et de rupture. Il y aura des jours où tout semble accélérer, les opportunités se présentent, les résultats apparaissent et vous vous sentez imbattable. Dans d'autres, il semblera que rien ne change, que chaque effort est vain et que la tentation d'abandonner sera forte. Mais voici le secret, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une étape déguisée. Ce qui compte n'est pas de la vitesse, mais de la persistance. Une rivière ne coupe pas une montagne par la force d'un seul torrent, mais par la constance de ses eaux. Ceux qui avancent lentement, mais sans s'arrêter, dépassent toujours ceux qui commencent et se sont estompés en cours de route. L'adoption de la philosophie de penser plus, de travailler moins et de gagner plus vous oblige également à revoir votre cercle. L'environnement façonne ses croyances, ses décisions, enfin, ses résultats. Si vous vivez avec des gens qui normalisent la médiocrité, justifiez l'inaction avec des excuses ou empoisonnez l'air avec des plaintes, absorbera cette énergie sans s'en rendre compte. Mais en ce qui concerne ceux qui rêvent de gros, il agit malgré la peur et célèbre le succès des autres comme une inspiration, sa propre ambition se développe. Les bonnes connexions ouvrent les portes que vous ne saviez même pas existantes et offrent des raccourcis qui permettent d'économiser des années de tentatives et d'erreurs. De plus, commencer aujourd'hui signifie ne pas reporter la vie que vous méritez. La liberté financière est un objectif noble, mais il ne peut pas être la seule raison de l'exister. Le vrai triomphe est de vivre pleinement sur le chemin, prioriser la famille, cultiver la santé, nourrir les passions et accumuler des expériences qui enrichissent votre âme. Beaucoup font l'erreur de changer des décennies de leur existence pour une œuvre qui les consomme, dans l'illusion que, un jour, peut vivre comme ils le souhaitent. Cette journée, pour la majorité, ne vient jamais. Construisez votre richesse, mais ne sacrifiez pas votre vie sur l'autel de l'avenir.
Profitez de ce que vous avez déjà, célébrez les petites victoires et rappelez-vous, le voyage est aussi important que le destin. Enfin, sachez que la peur de l'échec et de la critique ne disparaît jamais complètement, mais leur relation avec eux se transforme. Lorsque vous comprenez que chaque erreur est un enseignant déguisé, cette critique révèle plus sur qui les rend que sur vous et que leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, elle devient imparable. Cela ne signifie pas ignorer les commentaires, mais les filtrer judicieusement, absorber uniquement ce qui va évoluer. La confiance de soi ne naît pas des phrases de motivation, mais des preuves concrètes de leurs actions répétées jusqu'à ce que les résultats crient leurs compétences. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à attendre le moment parfait, ce que la plupart du temps ne vient jamais, ou vous pouvez décider que c'est le moment. L'argent, la liberté et le temps dont vous avez envie ne tomberont pas du ciel. Ils nécessitent une intention claire, une stratégie nette et, surtout, une action. Pensez en profondeur pour choisir ce qui compte vraiment. Travaillez moins sur ce qui n'ajoute pas et dirige votre énergie à ce que vous multipliez. Ainsi, gagner plus ne sera plus un désir lointain de devenir votre réalité quotidienne. L'éveil de votre nouvelle vie commence maintenant, tout comme vous dites, je commence aujourd'hui. Et si ce contenu résonnait avec vous, vous avez ressenti l'appel pour aller plus loin, je vous invite à plonger encore plus profondément. Il y a une prochaine étape qui vous attend, un matériel qui redéfinira votre vision du monde, vos décisions et votre potentiel. Le lien est là. Cliquez et nous nous retrouvons de l'autre côté.